En 2022, Emmanuel Macron a décidé de créer une commission mixte chargée de travailler sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance du pays. Fin janvier, la commission a rendu son rapport qui suscite de nombreuses critiques de la part de la Société camerounaise des historiens et pas que. Blik Bassi, bonjour. Bonjour. En juillet 2022, lors de sa visite au Cameroun, vous aviez interpellé Emmanuel Macron en lui disant que les Camerounais souhaitaient connaître la part d'ombre de la présence de la France au Cameroun pendant la colonisation, des années de braise qui démarrent dans les années 1955. Est-ce pour cette raison que vous avez été membre de cette commission et quel a été votre rôle? Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait cette interpellation qu'on m'a nommé coprésident, mais en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir être nommé à ce poste qui venait faire de cette commission une commission assez particulière dans le sens où les précédentes commissions que nous avons vues, que ce soit sur le Rwanda ou l'Algérie, n'étaient pas composées d'une partie culturelle et patrimoniale. Et moi, mon rôle était donc de pouvoir parcourir l'étendue du Cameroun pour aller à la rencontre des corps, des objets, les interroger et pouvoir ramener des éléments d'information qui allaient permettre à l'autre côté, donc aux historiens, de pouvoir comparer les archives et voir est-ce que les informations concordaient et pour qu'à la fin, on puisse avoir des informations scientifiquement justes et qui allaient permettre, j'espère, à ce que cette histoire ne soit plus une histoire où on a des doutes, est-ce que la colonisation a vraiment eu lieu ou est-ce qu'il y a vraiment eu une guerre? Et donc là, c'était... aujourd'hui, on peut dire que après ce travail-là, nous avons pu ramener des éléments d'information clairs. Comment avez-vous travaillé? Car à l'inverse de la France, les archives camerounaises n'ont pas été déclassifiées. Est-ce pour protéger des acteurs qui sont encore de ce monde? C'est vrai que nous avons eu quelques difficultés avec les archives au Cameroun, mais cela n'a pas empêché de faire le travail puisque ces archives étaient consultables avant. C'est-à-dire il y a énormément de gens qui ont travaillé sur le sujet, qui avaient déjà consulté ces archives. On peut parler par exemple du livre Cameroun ou d'autres historiens qui faisaient partie de ces commissions-là, qui avaient déjà fait des travaux. Donc en fait, celles qui n'avaient pas encore été consultées, c'était celles qui étaient de la partie française et qui ont été entièrement déclassifiées, qui ont permis à ces historiens de pouvoir faire réellement leur travail et de consulter la totalité de ces archives. Et le travail que nous, de notre côté, nous faisions était donc de pouvoir ramener ces éléments d'information qui allaient permettre de faire un peu les comparaisons. Et puisqu'on sait que dans certaines archives, c'était ceux qui, pendant la guerre, faisaient des atrocités, qui parfois rédigeaient les rapports. Et donc, le fait de les confronter pouvait permettre à ce que finalement, on puisse sortir des éléments d'information et des faits beaucoup plus justes. Et qu'est-ce que vous, Blik Bassi, vous avez appris que vous ne saviez déjà? La première des choses, c'est qu'en travaillant sur cette commission et en allant à la rencontre des personnes très âgées, puisque nous avions priorisé des personnes qui étaient parfois malades, parfois très âgées, et qui d'ailleurs avant la fin de la commission, il y en a qui nous ont quittés. Et donc, Des témoins de l'histoire. absolument. Et en allant rencontrer sur le terrain ces personnes, j'ai appris à connaître mon pays parce que je pense que le vrai problème qu'on a, c'est qu'on ne se connaît pas assez. Et en allant titiller des questions qui permettent réellement de réveiller nos manières de faire, nos rituels, nos cultes, notre rapport au vivant dans son entièreté, m'a permis de m'a rappelé ô combien nous étions complètement perdus parce que nous avions coupé le lien avec la substance architecturale de nos espaces. Et cela m'a permis aussi, puisque parfois on arrivait pour poser des questions, on arrivait avec nos caméras, et puisque nous sommes en 2020, nous étions en 2024, 2023, on oublie souvent que on ne peut pas débarquer dans un village pour interroger quelqu'un et à qui on demande d'évoquer des esprits, d'évoquer les morts, et des espaces où il n'y a pas eu de rituel de réparation, puisque moi étant Bassa par exemple, on sait que quand des gens sont morts d'une mort violente, il faut faire des rites Jumbak qui permettent de laver non seulement les morts, mais également la descendance. Et donc on allait parler à ces gens-là, et finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait de manière urgente
faire les rituels dans tout le pays pour que les esprits puissent être libérés. Mais surtout, j'ai fait la découverte de femmes incroyables. Je me suis rendu compte que dans nos espaces de diffusion audiovisuelle au Cameroun, on a énormément d'hommes qui parlent aujourd'hui en plus avec cette ère où les clashs entre voilà, les uns et les autres font de l'audience et donc on est dans cette espèce de discussion avec des invectives et on passait à côté des choses et des profils hyper importants de notre pays. Donc j'ai rencontré quelques femmes qui m'ont complètement bouleversé de par leur intelligence, de par leur sagesse et de par leur culture. Et d'ailleurs, j'ai décidé de faire un travail spécial, consacré à un projet spécial autour de ces femmes, parce que je me dis, on ne peut pas avoir des profils comme ça dans ce pays Et les ignorer. et les ignorer. Alors, quelles sont les principales révélations de ce rapport comparé à ce que révèle déjà l'ouvrage Cameroun auquel vous faisiez allusion tantôt, qui a été co-signé par Jacob Tatsissa, Manuel Domergue et Thomas Deltombe? Le plus qu'il y a, et celui provient notamment du fait que nous, sur le terrain, nous avons quand même eu la chance d'interviewer plus d'une centaine de personnes, ce qui est pas mal du tout, et qui nous ont porté des informations qui venaient enrichir les archives. Nous avons notamment rencontré quelqu'un qui était présent lors de la mort d'Omiobé. C'est un Tchadien, un tirailleur tchadien qui était présent au Cameroun, qui avait été recruté par l'armée française et donc qui pourchassait les Camerounais. Nous sommes allés le rencontrer au Tchad et qui nous a décrit la scène puisqu'il était présent. Et d'ailleurs, absolument. Et d'ailleurs, il était soupçonné, lui, de l'avoir fait et il nous l'a dit qu'il ne l'avait pas fait. Et, par contre, il nous a permis d'avoir beaucoup plus de détails sur la mort de Omiobé. Donc, il y a des éléments comme ça qui proviennent vraiment des témoignages que nous avons eu la possibilité de faire. Mais également, je pense que ce qui était intéressant, au-delà même de ces informations, c'est le travail psychothérapeutique, c'est-à-dire le fait d'avoir donné que la la parole parole. se libère. Absolument. Alors, depuis qu'il a été rendu public, ce rapport suscite de nombreuses critiques, hein, notamment de la part de la Société camerounaise des historiens, qui parlent d'une mascarade. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Nos populations sont quand même des populations qui sont porteuses de traumas et de schizophrénie qui proviennent du fait notamment que nous n'avons pas réglé notre problème avec nous-mêmes. Parce que, que cette histoire douloureuse, ces années de braise ont été tues, c'est ça? Il y a de cela, mais il y a aussi le fait que tant que nous n'avons pas fait un travail de réparation entre nous et nous-mêmes, c'est-à-dire des rituels dans nos cultures, dans nos traditions qui veulent que lorsque des gens sont morts dans des conditions difficiles, mais surtout des âmes et des esprits qui ont décidé de mourir et dans l'intérêt commun. C'est-à-dire on amenait ces gens-là dans les champs de tir et ils disaient oui, je préfère mourir, mais si ça peut libérer les miens un jour, bah, je préfère donner ma vie. Et ces gens-là ont donné leur vie. Et nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas fait de rituel, nous n'avons pas fait de rite, nous n'avons pas fait de funérailles pour que ces âmes-là puissent être libérées. Et tant que ça, ce n'est pas fait, je pense que nous allons continuer à vivre dans des espaces où nous sommes complètement presque fous parce que nous ne savons même plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas et que nous nous posons la question de savoir comment est-ce que ces espaces qui sont hyper riches, qui sont des espaces dont tout le monde reconnaît la richesse et l'intelligence et l'humanité continuent à exister dans des conditions chaotiques, mais cela provient tout simplement du fait que tout cela n'a pas été réglé par nous et nous-mêmes. Non, moi j'aimerais que ces historiens la descendent sur le terrain, puisque dans la commission, nous avons des historiens qui, depuis 15 ans, faisaient déjà le travail avec leur argent, qui descendaient. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, s'ils n'étaient pas présents, il y a des témoins qui ne voulaient pas parler. Ils avaient besoin de reconnaître des visages des gens qui avaient déjà été là plusieurs fois avant de parler. Et donc, pour moi, on peut considérer que c'est tout simplement le début de quelque chose. Et moi, j'invite tous les Camerounais, tous les historiens et même les non-historiens, parce que c'est une histoire commune, de descendre sur le terrain et qu'ensemble, on essaye d'aller chercher le maximum d'informations qui nous permettra ensuite de pouvoir, lorsqu'on a envie de parler de cette histoire, de pouvoir le faire avec beaucoup plus de précision, mais également de pouvoir connecter et amener nos nouvelles générations à la rencontre de ce qu'ils sont réellement. Vous-même, Blik Bassi, êtes originaire d'une région du Cameroun qui a payé un lourd tribut à cette histoire, notamment avec l'assassinat d'Omiobé. Que prévoit l'étape d'après? La repentance ou l'indemnisation des victimes?
L'étape suivante est tout simplement d'essayer d'abord de faire un travail de vulgarisation du rapport. Et dans ce travail de vulgarisation, l'idée, c'est vraiment de pouvoir produire des éléments à travers une perspective artistique qui permettra, quel que soit le degré de compréhension et de décodification, de pouvoir entrer en contact réel avec cette histoire. La deuxième des choses, et d'ailleurs qui pour moi est la première, ce serait pendant cette étape donc de vulgarisation, de mettre au cœur de cette étape la rencontre entre nous et nous-mêmes, c'est-à-dire de descendre dans les territoires, dans les villages, permettre, grâce à des stations éphémères, à des moments qui permettront donc à ces villages de faire les funérailles, faire le deuil de ce qui s'est passé. Et donc, par la même occasion, de leur permettre de libérer complètement non seulement la parole, mais également de permettre à tous les vivants qui sont dans ces espaces, puisqu'on sait que dans notre tradition, lorsque on fait des rituels, etc., on évoque et la présence de tous les vivants est importante, que ce soit les vivants de forme humaine ou d'autres formes. Et donc, pour moi, cette étape est vraiment au cœur de la suite. Et une fois que nous allons faire ce travail de réparation, qui, par écho, pourra renvoyer à la France de faire aussi son travail, c'est-à-dire de se questionner sur son rapport. Sur sa responsabilité. Absolument, sur sa responsabilité, sur son rapport entre elle et son histoire difficile, coloniale, à travers les massacres, de s'opposer, de faire aussi ce travail qui finalement, une fois que ce travail est fait, nous permettra de manière paisible ensuite de pouvoir repenser une relation. Vous avez dédié il y a quelques années un album à Oumniobé. Qu'est-ce que cette commission vous a appris sur ce héros de plus que vous ne saviez déjà? Oui, en fait, à travers cette commission, je me suis rendu compte que l'Afrique et le Cameroun ne connaissent pas Oumniobé parce que je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui était, c'était un humain hors pair, par son intelligence, par sa capacité à pouvoir gérer les problèmes, les événements les plus complexes, les plus compliqués, avec une dynamique animée de paix, de discussion, d'échange. C'était pas quelqu'un qui a décidé d'aller faire la guerre. Et c'était quelqu'un qui était tellement en avance dans son époque et animé d'une intelligence incroyable que ça me renvoie à une petite anecdote. Donc, je discute avec sa feu épouse qui... sa veuve. Sa veuve, ouais, qui nous raconte une scène. Elle dit un jour, il y a donc l'armée française qui arrive dans la maison et qui fait une perquisition et donc prend les écrits de Oumniobé qui, tous les soirs, quand il rentrait du maquis, avant de se mettre à table, il prenait 1h30 pour écrire, rédiger tout ce qui s'était passé pendant la journée. Et donc, quand il arrive, sa veuve se met à pleurer et elle lui dit, mais ils sont arrivés ici, ils ont tout pris, ils ont ramassé tous tes écrits, ils les ont amenés. Je suis désolé, elle est donc en pleurs et il lui dit, il faut pas pleurer, faut pas pleurer. Il dit, ils ne brûlent jamais rien, ils ne gâchent jamais rien. À partir de ce qu'ils ont ramassé ici, mes arrière-petits-enfants sauront ce qui s'est passé. Donc, ils vont garder tout ce qu'ils ont pris ici. C'est dans ces archives-là qu'on retrouvera la vérité. On retrouvera la vérité. Mlik Bassi, je vous remercie. Merci.